Là, j'ai lancé l'enregistrement. Vas-y, parle un peu. 1, 2, 1, 2, Ok, c'est test. bon. C'est bon. De toute façon, est-ce que là, tu peux faire un gros clap devant la caméra? Ok, c'est bon, j'ai enregistré. Ok. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. Salut Mathis, oui très bien, merci. Donc on est là aujourd'hui pour faire un petit interview assez rapide sur comment se sont passés tes Jeux Olympiques et présenter un peu au club comment ça se passe, comment tu t'es préparé pour tes Jeux et est-ce que tu es content de ta performance. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter rapidement parce que je me doute que plein de gens te connaissent dans le club mais il y en a peut-être qui ne savent pas qui tu es. Alors je suis Nicolas-Marie Daru, j'ai 35 ans et je suis licencié à la Haie Chirol depuis 3 ans. Voilà, je cours sur 3000 mètres steeple l'été et puis sur cross l'hiver. Ok. Donc toi, tu as participé aux 3000 mètres steeple des Jeux Olympiques à Paris cet été, qui est quand même un événement majeur dans la vie d'un athlète. On a été très nombreux à suivre tes Jeux, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment est-ce que c'était bien, qu'est-ce qui t'a marqué, est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu es content de tes performances? Ouais, donc j'ai eu la chance de participer au JO cet été à Paris. Tout d'abord, ouais, je mesure la chance que j'ai d'avoir pu participer aux Jeux Olympiques dans mon pays et devant tous mes amis, toute ma famille et puis mes camarades de club également. Euh, voilà, je pensais pas un jour le vivre. Ouais, Et en fait, vivre cet événement à domicile devant tous les Français avec cet engouement que tous les Français ont eu pour les Jeux Olympiques, c'était exceptionnel. Ouais. ouais, ça devait être assez dingue. Et donc toi, tu as fait le 3000 mètres steeple, donc c'est un 3000 mètres avec des barrières et une rivière à sauter. Comment s'est passée ta course? Est-ce que alors généralement il y a des séries, ensuite il y a une finale. Toi, comment s'est passée ta série? Tu t'es retrouvé avec qui? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu as couru comme tu as voulu courir? Est-ce que tu étais content à la fin? Ouais, bon, c'était un peu ambivalent, puisque en fait j'étais content de l'intention que j'ai mis. Mhm. Néanmoins, je suis un peu déçu du résultat, puisque voilà, je me suis arrêté en série. Ouais, Voilà, mais j'ai couru comme je devais le faire. Je pense que j'avais pas beaucoup mieux à faire. J'ai eu, on va dire, peu de chance dans le tirage au sort des séries, puisque je me suis retrouvé avec le champion olympique en titre, ok, Stéphane El Bakkali. Ce qui voulait dire que vu que je prenais El Bakkali, je prenais également un Éthiopien et un Kényan dans ma série, puisqu'il ne peut pas y avoir deux athlètes de même nationalité. ok, Et donc forcément, j'avais une série hyper relevée. Voilà. Je fais huitième de ma série. C'est simple, entre le premier et le huitième, il y a un peu moins de 3 secondes. ouais, donc très dense. Donc assez dense. Et bon, je passe pas je crois pour 2 secondes. Mais voilà, j'ai rien à regretter parce que j'ai couru comme je savais le faire, en étant toujours bien placé. Malheureusement, c'est pas passé pour moi. Je mesure grâce à ça le travail qui me reste à fournir pour essayer d'être au contact des meilleurs mondiaux dans les prochaines échéances. Ok. Et à quoi est-ce qu'on pense quand on fait un départ dans l'occurrence de série d'épreuves olympiques? Est-ce que on est un petit peu plus stressé que quand on fait la course du coin? Toi, donc tu as couru tard le soir. Comment ça s'est passé tes 24 heures avant le début de ta course? Est-ce que tu étais très stressé? Généralement, j'ai entendu dire que tu étais d'un naturel assez serein avant une compétition. Là, est-ce que c'était un peu différent? Est-ce que le poids de l'échéance et de savoir qu'en fait, tu as 70 000 personnes potentiellement qui sont là un petit peu pour te voir, ça change beaucoup. Toi, ça t'a affecté ça avant ton départ de course? Ouais, effectivement, je suis quelqu'un d'assez serein d'habitude avant mes courses. J'ai pour habitude de ne jamais trop stresser et de vivre ça assez facilement. Euh, les 24 heures avant ma course ont été très très difficiles. J'ai découvert ce qu'était le stress vraiment d'une grosse compétition. À vrai dire, à 24 heures du début de ma course, j'avais l'impression d'être malade. Ok, Voilà, j'avais envie de vomir. C'est pas très sympa comme sensation. Je pensais que j'étais malade et en fait, en discutant avec quelques personnes, je me suis juste rendu compte que j'étais extrêmement stressé ouais, et vu que j'ai pas l'habitude, et ben voilà, je savais pas trop comment gérer. Euh,
j'ai eu de la chance. En fait, mon stress a commencé à s'estomper le midi, le jour de ma course. Donc j'ai réussi à faire un bon repas le midi avant ma course. Et puis l'après-midi, j'ai réussi à me reposer, à faire une sieste dans l'après-midi avant de pouvoir partir au stade. Et à vrai dire, au moment où j'ai fini mon échauffement, où je suis rentré en chambre d'appel, Mehdi Bala et Romain Barras qui m'ont emmené à la chambre d'appel, m'ont dit quelques mots et en fait je leur ai dit voilà, là actuellement j'ai plus de stress. Okay. J'ai tellement eu de stress pendant 24 heures que je savais que au moment où j'allais rentrer sur la piste, ça irait mieux et qu'en fait j'avais juste à faire ce que je fais à l'entraînement depuis 3 ans, juste à reproduire en fait ce pourquoi je m'entraîne. Et voilà. Mais par contre, c'est sûr que les 24 heures avant, t'es pas très bien. Avant, c'est pas les meilleures 24 heures de ma vie, quoi. Ouais. Et puis, il y a une particularité aussi sur ces jeux qui étaient à la maison, c'est qu'on a entendu quand même pas mal de fois de la part de plusieurs athlètes qu'en fait, c'était extrêmement impressionnant d'être dans un stade rempli pour une grande majorité de Français, et que c'est assez rare d'entendre autant de fois son prénom, que de voir une foule autant en délire pour un athlète, pour toi-même, alors que peut-être quand tu vas à des courses à l'international, t'es un peu plus, un athlète français, il est peut-être pas aussi connu, aussi, c'est pas le centre de l'attention. Toi, quand t'es rentré sur scène, sur la piste, comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as entendu ton prénom partout ? Est-ce que ça t'a fait un peu peur ? Est-ce que tu t'es dit, oh là, il y a tous ces gens-là qui sont là pour moi, il y a peut-être ta famille aussi qui est venue, tes amis. C'était dur à gérer aussi ça, cette pression ? Non, c'était pas très dur. Parce que avant de rentrer sur la piste, je me suis dit, toutes les personnes qui sont là pour te voir, en fait, elles te veulent du bien. Ouais. Les personnes qui sont dans le stade, en fait, ils sont juste là pour te voir courir, pour te voir réussir. Donc en fait, il n'y a pas de haters dans le stade. Les gens qui viennent, ils viennent te voir réussir. Donc ils sont là pour t'aider. Et c'est ce que je me suis dit avant de rentrer sur la piste. Et donc en rentrant sur la piste, j'ai eu la chance, j'avais des amis qui étaient sur le bord du terrain qui tout de suite ont crié et je les ai entendus. J'ai eu la chance de les voir. J'ai eu la chance de voir des banderoles que des amis avaient confectionnées et avaient mis en place dans le stade. Ouais. Et en fait, ça m'a donné le sourire. Je me suis dit, oui, effectivement, les gens sont là pour m'aider, pour me soutenir. Et donc, ils me veulent que du bien. Okay. Néanmoins, la pression dont on parle, qu'on a vécue en fait aux Jeux Olympiques, il faut prendre en compte que cette pression-là, en fait, on l'a depuis... alors pour certains depuis 3-4 ans, mais pour moi, heureusement, je l'ai depuis que depuis 1 an à peu près. Mais ouais. il faut bien être conscient que notre vie depuis 1 an est tournée vers les Jeux Olympiques. Ouais. Alors elle est tournée dans notre entraînement, dans notre quotidien, mais également en fait dans les relations qu'on a aux autres. Et en fait, les gens, le principal sujet de discussion qu'ils ont avec nous, c'est alors, est-ce que tu vas aller au jeu ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire au jeu quand tu es qualifié ? Et les jours d'avant, alors moi, je me suis un peu coupé du monde afin de rester dans ma bulle, mais c'était les gens ne me parlaient que de ma course. Ouais, et donc, en fait, la pression, certes, on l'a eu les derniers jours. Mais c'était une pression vraiment qu'on se mettait nous-mêmes. Mais en réalité, on l'a depuis 1 an parce que les jeux à la maison, on vit ça tous les 100 ans. Et tout le monde ne nous parle que de ça depuis 1 an, quoi. Ouais, justement, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien revenir. Donc là, tu nous as raconté un peu comment s'était passée ta course, vraiment la partie épreuve. Et si on revient un peu plus sur les jeux et cette période de 1 an dont tu parles, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as décroché ta sélection et quand est-ce que tu as su en fait, que tu allais officiellement faire partie de l'équipe de France et que tu allais prendre le départ de cette course de 3000 mètres steeple ? Alors, comment j'ai décroché ma sélection ? C'est simple, il y avait 3 possibilités pour être éligible à la sélection olympique. Donc la première, c'était de faire les minima de 8 minutes 15 sur steeple. La seconde, c'était d'être classé au ranking dans le top 24 ou le top 32 au ranking mondial. Et le troisième, c'était d'être dans le top 20 à la top list de l'année, donc dans les 20 premiers au bilan mondial de l'année. Ok. Voilà. Donc on avait 3 possibilités avec un bonus, on va dire,
qui était si on est champion de France, il suffisait qu'on soit dans le top 32 du ranking mondial pour aller aux Jeux Olympiques et on devenait prioritaire. Donc concrètement, plus personne ne pouvait nous sortir de la sélection, même s'il y avait des gens qui avaient fait 10 secondes de mieux que nous dans l'année. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais 25e au ranking mondial au soir des championnats de France et j'ai eu la très bonne idée de gagner les championnats de France, ce qui m'a permis de même avant que la sélection sorte officiellement, d'assurer ma place aux Jeux Olympiques. Et puis la sélection officielle est sortie une semaine plus tard, le matin du meeting de Paris. Donc voilà, donc on apprend officiellement qu'on est sélectionné sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais. Là, il n'y a personne qui nous appelle pour nous dire qu'on est officiellement sélectionné. On l'apprend quand... Il n'y a pas de courrier recommandé. Quand le CNOSF publie officiellement la liste des sélectionnés en athlétisme. Voilà, qui était une des dernières listes de sélectionnés de toute l'équipe de France olympique. Ouais. Donc voilà, donc je l'ai appris dans ma chambre d'hôtel à Paris avant d'aller faire ma sortie longue le dimanche matin. Donc ça, c'était à peu près un mois avant les Jeux. C'était alors les championnats de France c'était 5 semaines avant avant ma course, donc avant ma série des Jeux Olympiques, et la sélection est sortie officiellement 4 semaines avant. D'accord. Donc t'as eu un mois pour te dire ok, là c'est bon, on y va, on s'entraîne. Complètement, ça me permettait avec les 5 semaines de pouvoir refaire un cycle d'entraînement complet et de pouvoir préparer de la meilleure des manières ces Jeux. Et à quel moment est-ce qu'un athlète comme toi, tu vois, qui gravitait très très proche avant les championnats de France du cercle JO et qui a réussi à décrocher sa sélection, à quel moment est-ce que tu considères être rentré dans la ligne droite Jeux Olympiques ? C'est-à-dire, est-ce que tu commençais à te préparer spécifiquement pour avant la sélection officielle, ou est-ce que avec ton entraîneur, vous avez un peu attendu que ce soit confirmé pour se dire ok, là on affine un peu le travail, on fait des séances spécifiques, des choses comme ça pour les Jeux? À vrai dire, on prépare les Jeux Olympiques à partir de la reprise en septembre de l'année dernière, puisque c'était l'objectif principal de l'année. Alors après, au départ, c'est assez flou, puisque en fait, ça ne change pas d'une année standard. On fait toujours le même travail de foncier, etc. Et vraiment, je dirais qu'on rentre vraiment dans le concret de la préparation olympique au moment où on va commencer à préparer la saison estivale, donc au début du mois d'avril. Ça a vraiment commencé par notre stage en Afrique du Sud à Potchefstroom pendant un mois, où là on a commencé à travailler vraiment le steeple, vraiment les allures. Et puis la dernière ligne droite, vraiment on rentre dans vraiment à être focus que sur les Jeux à partir du moment où j'ai passé la ligne des championnats de France le dernier week-end de juin, où là on se dit dans 5 semaines je serai au départ de la série des JO sauf accident. Et là on se dit voilà, c'est vraiment concret, mais tant qu'on n'a pas la sélection officielle, on prépare ça, mais on peut juste dire qu'on prépare la sélection pour les Jeux. Et à partir du moment où on a passé la ligne d'arrivée des France et qu'on sait qu'on va y aller, là on peut dire je prépare les Jeux Olympiques. Ok. Et est-ce qu'il y a... Du coup, toi, tu as dû passer par l'échelon championnat de France, donc qui était quand même un peu ta porte d'entrée dans cette sélection. Est-ce que ta préparation pré-championnat de France et pré-olympique, elles étaient identiques? Il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as trouvé que c'était plus dur de préparer les Jeux, la dernière ligne droite des Jeux Olympiques, ou est-ce que au final c'était un peu plus souple étant donné que tu étais sûr d'aller aux Jeux? C'était un peu différent parce que préparer les championnats de France, ça a été beaucoup plus dur, puisque je sortais des championnats d'Europe à Rome début juin. Oui, c'est vrai. Suite aux championnats d'Europe à Rome, j'ai voulu recourir pour essayer de marquer des points au ranking ou de faire les minima en Finlande. Ça s'est mal passé. Donc je suis arrivé en fait au championnat de France avec un peu d'incertitude. Mais cette incertitude sur ma sélection en fait m'a permis d'arriver au championnat de France en étant libéré, en me disant voilà, j'ai tout fait cette année pour essayer de me qualifier aux Jeux. Si je vais aux Jeux, ça sera exceptionnel. J'aurai réussi mon pari, j'aurai réussi ma saison.
Néanmoins, si j'y vais pas, j'aurais tout mis en œuvre pour y aller. Et les 3 mecs qui étaient devant moi à ce moment-là, et en fait, ils iront et puis ils représenteront la France de la plus belle des manières. Mais voilà, j'y suis allé en fait hyper serein parce que voilà, je savais ce que j'avais mis en place pour y aller. T'avais rien à perdre. Et j'avais rien à perdre en fait, c'est ça, et c'est ce qu'on a pu constater, je pense, dans ma dernière ligne droite, c'est qu'en fait, je pense pas que j'étais le plus fort ce jour-là, mais je pense que j'étais celui qui avait le plus envie. Et en fait, avoir plus envie, j'avais plus envie de gagner. Contrairement à Louis, Alex, Gilali, je pense qu'eux, ils avaient juste envie de se qualifier au jeu, même si ça reste des compétiteurs et que je pense que Louis aurait adoré me battre sur la ligne, mais j'avais plus envie de gagner parce que moi, il fallait que je gagne pour aller au jeu, contrairement à eux où un podium leur suffisait. Ok. Et donc, on a pu suivre un petit peu ta préparation olympique sur les réseaux. On a vu que tu étais évidemment passé par certaines cases un peu de la fête olympique. Moi, je me demandais, en fait, un athlète olympique, est-ce qu'il y a un moment donné où en fait tu rentres sous le joug de la fédération, où en fait tu n'étais plus tout à fait libre d'aller t'entraîner comme tu veux, de manger ce que tu veux, de dormir où tu veux? Est-ce qu'il y a un moment où, voilà, peut-être quelques jours avant la compétition, en fait tu t'es vraiment sous la tutelle de la fédé, à savoir avec des kinés, des médecins, des nutritionnistes, des trucs comme ça, ou est-ce qu'en fait vous êtes assez libre jusqu'au jour J de ton épreuve? Alors on reste quand même assez libre dans nos faits et gestes pour tout ce qui est l'alimentation, les entraînements, etc. On reste libre et on ne change rien par rapport à d'habitude. Ouais. Néanmoins, la Fédé nous demandait d'arriver ou à J-8 à l'INSEP sur le camp terminal ou à J-4 de façon à ce que ce soit cadré. Et puis après, en fait, on rentrait au village olympique à J-3. À J-2, pardon. À J-3, on avait la conférence de presse. À J-2, on arrivait au village olympique, donc au dernier moment, ce qui est une bonne chose, puisque le village olympique, c'est un peu Disneyland. Donc on a vite fait d'être pris dans la grandeur du truc et de s'éparpiller, etc. Donc voilà, on rentrait à J-2 et en fait après là on rentre sous la tutelle du CNOSF, plus de la Fédé, pour plein de choses, pour des histoires d'organisation, mais on reste quand même assez libre, on s'entraîne à l'heure qu'on veut, on mange à l'heure qu'on veut, etc. On a bien entendu accès aux médecins et aux kinés de l'équipe de France qui nous soutenaient tout le long de la préparation. Mais ouais, voilà, à part l'impératif d'arriver à J-8 ou à J-4 à l'INSEP pour le camp terminal, sinon on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut. Et juste, par contre, on a comme contrainte au village olympique de dormir au village olympique, ceci dans un souci d'organisation, et également puisque pendant la période olympique en fait on est sous le contrôle de l'ITA et plus de la FLD pour les contrôles antidopage, et donc en fait ils doivent pouvoir nous trouver quand ils veulent dans nos chambres le matin, quoi. Oui, et puis t'as peut-être pas non plus envie d'être à droite à gauche à 2 jours de ta course, t'as envie d'être un peu au calme. Ouais, forcément, course, on a envie de se poser, de rentrer dans notre course quand même pas trop tôt mais pas trop tard non plus, et puis de toute façon les derniers jours on fait hyper attention, attention au sommeil, on fait attention à pas se blesser, à pas se tordre d'une cheville bêtement, donc on fait pas énormément de choses, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a une ouverture en fait sur tous les sports, sur toutes les équipes de France, avec tous les autres athlètes présents? C'est-à-dire généralement quand tu fais un sport, tu es dans ton équipe de France d'athlétisme, tu traînes beaucoup avec ces gens-là, enfin tu as peu de contact avec d'autres sportifs. Là, la particularité des Jeux Olympiques, c'est que c'est tous les sports en même temps pour le même événement. Est-ce que du coup, en fait, il y a une super ambiance au village olympique? Tu as pu voir d'autres athlètes français de sports totalement différents de toi? Est-ce que en fait, c'est assez ouvert comme milieu, ou ça, comme tu es un peu dans la dernière ligne droite de ta compétition, tu restes un petit peu focus, tu restes qu'avec des athlètes ou des choses comme ça? Toi, tu as pu échanger avec d'autres sportifs en dehors de l'athlétisme? Alors oui, on échange avec eux. Après, les jours précédents de notre compétition, on est quand même très focus sur notre course, donc on est un peu cloisonné, on passe notre temps la majeure partie
de la journée avec les autres athlètes de l'équipe de France d'athlétisme. Mais par contre, une fois qu'on a fini notre course, là forcément, on s'ouvre un peu plus aux autres sports, Ouais. donc on va discuter avec d'autres personnes, on découvre d'autres sports. Alors pour nous, la majeure partie des mecs, je crois qu'on était en chambre tous avec des athlètes qui faisaient de l'athlé. Je sais qu'il y a certaines filles de l'équipe de France d'athlé qui se sont retrouvées en chambre avec des filles qui faisaient du tir à l'arc, Ok. etc. Mais voilà, mais le bâtiment France, enfin les bâtiments France qu'on avait au village olympique, c'était 2 énormes immeubles en fait où il y a tous les sports qui sont représentés. Et donc c'était pas rare dans l'ascenseur de se retrouver avec un volleyeur, un handballeur, des gens qui faisaient de l'escrime, de la gymnastique, etc. Donc c'est assez sympa. Ça nous permet de découvrir d'autres choses. Nous qui vivons des fois un peu dans un microcosme, mais on voit un peu la vie dans le prisme de l'athlétisme et du stade, quoi. Et après les Jeux, donc après ton épreuve, là, tu n'as plus d'obligation. Est-ce que tu as fait un peu la fête? Est-ce que tu as décompressé après cette longue année de préparation? Comment ça s'est passé pour toi après ton épreuve à Paris? Ouais, après l'épreuve, oui, on décompresse forcément, hein, même si la saison n'est pas finie. J'ai pris 3-4 jours où j'avais plus de planning d'entraînement à proprement parler. Donc j'allais faire des footings, mais c'était des footings de 10 km, juste comme ça, histoire de m'aérer un peu. Et puis là, ouais, on profite forcément, déjà on profite au self. Ce qui donne lieu à des plateaux qui ressemblent à rien, où il n'y a que des desserts dessus. Et puis après forcément le soir on va profiter du Club France. On avait la chance avec la Fédé d'athlé d'avoir la maison de l'athlé qui était juste à côté du Stade de France, où on pouvait aller et se retrouver avec les autres athlètes, puis les familles, les amis, etc. Et puis forcément, on a besoin de décompresser, donc on sort un petit peu entre athlètes, on se retrouve un petit peu à aller en boîte et à aller boire quelques verres entre nous, parce que forcément, ça fait, comme je le disais, 1 an qu'on prépare ça. Je dirais pas qu'on a de la frustration, parce qu'on aime ce qu'on fait, mais ça fait du bien de relâcher un petit peu. Et puis ça permet, après ces 4-5 jours de relâche, de pouvoir repartir à l'entraînement de manière sereine, avec un surplus de motivation pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Ouais, bien sûr. Et dernière partie de l'interview, à propos de ta préparation, parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude auquel on n'est pas forcément confronté nous en tant qu'athlète. Il y a peut-être pas mal de gens du club qui connaissent tes exploits et tes résultats, mais qui connaissent pas forcément comment se passe une préparation olympique. Est-ce que en termes de... Je vais être assez générique, mais est-ce qu'en termes de volume, est-ce qu'en termes d'heures, en termes de kilométrage, tu peux nous expliquer en fait ce que toi tu as fait tout au long de cette année, les quelques parties importantes de ton année olympique, et une semaine, je vais dire une bêtise, mais une semaine type de préparation à quelques semaines avant ta course, à quoi ça pouvait ressembler? Ouais, alors une année de préparation olympique, ça ressemble plus ou moins à une année de préparation normale, Ouais. puisque on va pas changer grand chose, on va pas tout révolutionner, donc c'est à peu près une quinzaine d'heures d'entraînement hebdomadaire. J'avais la chance cette année de ne pas travailler, l'armée m'ayant mis à dispo complètement pour préparer les Jeux Olympiques. Donc c'est une quinzaine d'heures d'entraînement avec 1 heure de musculation, et puis entre 12 et 14 entraînements par semaine de course à pied. Tout ça jalonné par différents stages tout au long de l'année. Donc un stage au Portugal en janvier, enfin même déjà en octobre à Font-Romeu, puis au Portugal en janvier, tout le mois d'avril en Afrique du Sud, et enfin le stage terminal à Vichy juste avant de monter à Paris, afin de faire la prépa finale. Et puis après une semaine d'entraînement, c'est 3 séances par semaine, Ouais. 3 grosses séances par semaine, et puis le reste du temps c'est des footings, un peu d'actifs. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. Au final, l'entraînement d'un athlète olympique, elle ressemble ni plus ni moins à l'entraînement de n'importe quel athlète qui a une démarche de haut niveau ou pas, mais qui aime l'athlète et qui a envie de progresser. Donc je dirais que en fait, mon entraînement,
il ressemble à l'entraînement de quelqu'un qui va faire Qui est dans ton 30 minutes au 10 km, comme 35 minutes au 10 km, etc. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Les seules choses qui changent, c'est l'intensité qu'on y met. Mais l'intensité, je ne parle pas de l'intention, parce que l'intention que je mets à l'entraînement, elle est la même que quelqu'un qui fera 35 minutes au 10 km. Il mettra son intention à lui. Voilà, mais c'est ni plus ni moins que l'entraînement de quelqu'un qui fait du demi-fond. C'est juste le niveau qui change. Voilà, mais les méthodes sont quasiment les mêmes. Hein. On révolutionne pas l'entraînement. Donc tout n'est pas dur. Dans ta semaine, il y a des choses qui sont assez faciles aussi. Ouais, heureusement, tout n'est pas dur. Non, il y a réellement dans l'année, je pense qu'on peut compter les séances très dures sur les doigts des deux mains. Voilà, si je fais 10 séances dans l'année de septembre à fin août, si j'en fais 10 très dures, c'est grand maximum. Hein. J'ai des séances dures où il faut être présent. Mais je pense que ça sert à rien de s'entraîner trop dur. En tout cas, ceux qui s'entraînent trop dur par rapport à leur niveau, forcément, à un moment ou à un autre, ils vont le payer. Et il faut s'entraîner à son niveau. Voilà. Donc, théoriquement, il n'y a pas de séance trop dure. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Par contre, c'est sûr, il y en a quelques-unes. On doit y passer. Bien sûr. C'est dur, on finit allongé. Mais voilà, il faut que ça reste exceptionnel, puisque si on s'entraîne trop dur, en fait, on crée trop de fatigue, etc. Et en fait, on ne tient pas la distance. Si j'arrive à tenir les 12 mois parce que là, ça fait 12 mois du coup que je n'ai pas coupé, c'est aussi parce que j'arrive à gérer ma charge d'entraînement et que je ne m'entraîne jamais trop dur. Oui, bien sûr. Et toi, Nico, alors tu as la particularité, voire même la chance d'être licencié à l'ALE, ce qui est assez atypique parce que tu dois être un des athlètes des Jeux Olympiques, en tout cas de la délégation française, qui vient peut-être d'un des plus petits clubs, on va dire. Il y a beaucoup de champions qui viennent de très gros clubs, des clubs vraiment avec beaucoup de moyens, beaucoup de sponsors, beaucoup d'accompagnement. Nous, on a un petit club un peu plus familial. Est-ce que déjà est-ce que tu es fier d'avoir pu défendre les couleurs de l'ALE ? Est-ce que le fait que ce soit un petit club aussi, c'est quelque chose qui t'a, d'une certaine manière, aidé aussi dans ta préparation peut-être olympique ? Ouais, forcément, appartenir à un club familial comme l'ALE, moi je le prends comme une force. Premièrement, parce que j'ai la chance, lorsque je vais à l'entraînement, d'avoir le soutien de tout le monde. J'aurais pas la prétention de dire que je connais tout le monde au club, mais en tout cas je connais quasiment tous les visages, et donc lorsque quelqu'un me parle ou m'encourage, je le prends personnellement, et donc j'ai la chance d'être extrêmement soutenu au club, et de pouvoir, je l'espère, rendre en fait tout le soutien que le club me donne par mes performances, mais aussi par mes messages et par ma fidélité au club. Voilà, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent de gros clubs avec des gros moyens. J'ai pas souhaité partir dans des gros clubs parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me retrouvais. Et aujourd'hui, en fait, je veux pas être un porte-drapeau de l'ALE, parce que je pense qu'il y a des personnes qui représentent beaucoup plus l'ALE que moi, qui représentent beaucoup plus l'esprit. Mais en tout cas, si je peux mettre Échirol un peu sur la carte de la France et du monde, c'est un très grand plaisir. Et donc je continuerai à le faire parce que le club me donne énormément. Et donc c'est la moindre des choses que je peux faire, quoi. En tout cas, tu nous as rendu extrêmement fiers pendant ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Nico, d'avoir participé à cette interview. Comment s'annonce la suite de ta saison qui n'est pas encore finie, et qu'est-ce que tu comptes faire après pendant les vacances ? Alors la suite de la saison, là je vais aller courir encore le 1er septembre à Fribourg en Suisse, sur un mile steeple, et ensuite je cours à Zagreb le 8 septembre sur un 3000 mètres steeple, avec pour ambition de faire les minima déjà pour l'an prochain pour les championnats du monde à Tokyo. Et puis ensuite, sitôt passé la ligne d'arrivée à Zagreb, ça sera les vacances du moins athlétiques, puisque pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais reprendre le travail cette semaine, donc il va falloir que je cale tout ça.
J'aurais pas la chance pour l'instant d'être à nouveau détaché. D'accord. Et puis après les vacances, je sais pas, on verra, mais je pense qu'il y aura un peu de relâche, même si je pense que je vais faire un peu de sport, un peu d'activité outdoor, parce que j'aime ça et que c'est pas mon genre de m'enfermer. Ok, bah merci beaucoup Nico, et puis bah, bon courage pour ta course de ce week-end, et pour la suite de ta saison, on te souhaite de bonnes vacances. Merci Mathis. Hop.